Euh, Bienvenue à la Faculté de médecine vétérinaire. Il y en a qui la connaissent très bien. Il y en a qui la connaissent moins. Donc, mon nom est Marie-Claude Bélanger. Je suis la vice-doyenne responsable des programmes d'internat puis de résidence à la faculté. Puis, on va passer l'avant-midi ensemble. Là, je vais vous expliquer, je vais vous donner un tas d'informations pertinentes qui vont être utiles pour votre intégration. Et puis, on va regarder l'horaire ensemble que vous avez reçu. Geneviève vous a envoyé cet horaire-là. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous accueillir, de vous encadrer, de vous aider à vous intégrer dans vos dans vos différentes cliniques et puis de répondre à vos questions, évidemment. Puis pour vous rassurer aussi, là, parce que c'est toujours, ça peut être intimidant de commencer des programmes de deuxième cycle, donc on est là pour ça. Je veux profiter de l'occasion pour vous présenter notre nouveau doyen qui se cache derrière, Dr David Francoz, qui est venu vous dire un petit mot. Puis j'en ai profité pour mettre une photo qui le décrit bien, en fait. David est français, il est canadien, mais il est français, donc il était assis dans une de ces chaises-là il y a quelques années. Donc, vous pouvez voir où ça peut mener de venir faire un programme d'internat de résidence à la faculté. David est un interniste dans les animaux de la ferme, donc travaille à l'hôpital Bovins, mais donc a encadré aussi des résidents, des étudiants à la maîtrise au PhD. Donc, je lui laisse la parole et il voulait vous dire un petit mot ce matin. Donc, je fais un petit peu la télévision pour gagner certaines personnes dans ce pays. Il y en a qui connaissent bien l'endroit, d'autres qui arrivent dans un nouveau système, un nouveau pays, donc par une langue différente. Et même pour les Français, les télévisions parlent une langue différente. Toujours de ma première journée dans l'hôpital, où on m'a demandé d'aller sortir une chaudière. Comme Français, je vous assurer que je n'avais aucune idée de ce qu'on me demandait d'aller faire. Pour moi, une chaudière, c'est un gros système qui permet à chauffer l'eau dans la maison, puis je ne voyais pas comment tout seul qui va aller chercher une chaudière. On prend très bien la sécurité qui peut gagner certains d'entre vous. En même temps, vous soulignez que c'est un peu ça aussi la beauté dans l'apparence d'une résidence. Vous arrivez dans une position, vous arrivez dans un nouveau pays, vous avez rencontré plein de gens avec des cultures, un background qui va être très riche et très différent du vôtre. Donc, vous venez chercher une expertise unique dans vos domaines, mais vous allez aussi, vous allez voir, vous enrichir d'une expertise culturelle, plein de gens avec des backgrounds vraiment très différents. Vous aurez la chance aussi, pour ceux qui vont aller aussi, pour ceux qui vont travailler, de travailler avec des équipes qui sont, elles aussi, représentent cette diversité-là. Je vous encourage juste à profiter de cette diversité à laquelle vous avez été exposé pour votre recherche, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement, au nom de votre de votre famille, pour avant, donc déjà, comme Marie-Claude ça va certainement être un problème pour vous, pour votre carrière, quelquefois la discussion que vous allez faire. L'autre point que je voulais quand même aussi sortir, c'est que sur une fois où vous cherchez une expertise dans votre domaine, vous allez voir que vous allez avoir à travailler dans les gros. Ça va être aussi une super belle opportunité pour vous de développer de partir pour la ligne de communication, de travail d'équipe, de collaboration avec les services. L'enseignement, vous allez avoir aussi à enseigner à des étudiants. Ça fait aussi partie de l'information que vous avez fait quand on dit ça, vraiment, sachez que dans nos ministères, dans nos valeurs de la faculté, que vous avez déjà fait dans les étudiants, ça vous a remis pour nous la collégialité, c'est quelque chose vraiment au faire de notre enseignement. C'est ça qu'on vous demande que vous avez dit aussi dans vos milieux de faire, dans les valeurs que vous allez pouvoir
Si on est là, nous, les membres de la direction, donc c'est tout le temps que vous allez parler tous les jours avec pas les professeurs, les cliniciens, les techniciens en santé animale, les animalistes qui sont en train de vous accompagner. Donc tout ça pour vraiment vous créer un environnement riche, dans lequel vous allez pouvoir apprendre, vous développer, parce que on est là pour mettre tout en œuvre pour que vous puissiez grandir et s'enrichir dans ce temps. En un mot, bienvenue parmi nous, c'est clair que il n'y a aucun doute que vous allez avoir un excellent parcours parmi nous. Je vais laisser la parole à Marie-Claude pour présenter. Merci, Lavie. OK, donc, comme on disait, là, on va regarder un tas d'informations ce matin là, pour vous permettre de mieux vous intégrer, de comprendre de comprendre certains détails, des choses à compléter, des choses à faire dans les prochaines journées. Donc, la majorité d'entre vous démarrer des programmes au sein du CHUV, mais on a aussi là une résidente qui débute un programme au centre de diagnostic vétérinaire dont je vous parlerai un petit peu plus loin. Donc, parce que, évidemment, on a des programmes d'internat de résidence là, en laboratoire, en nécropsie, en pathologie clinique, microbiologie. Donc, les présences, Marie-Ève les a pris. Je vais vous présenter l'équipe un petit peu plus tard, l'équipe qui va vous soutenir pendant votre programme. Donc, simplement vous dire qu'il y a 29 nouveaux internes cette année, des internes là, dans les programmes généraux. Ensuite, on a 5 internes qui commencent des programmes spécialisés, donc des internats spécialisés. Sachez qu'à la faculté, vous devez avoir fait un internat général avant d'accéder, sauf exception, là, à des programmes d'internat spécialisés qui peuvent être des tremplins vers des résidences aussi. Donc, cette année, vous avez certains programmes là, qui vont démarrer. Puis, on reçoit 8 résidents aussi cette année. Au total, dans l'hôpital, on a, en fait, à la faculté, mais c'est évidemment la grande majorité dans l'hôpital, on a environ 65 à 70 internes et résidents à tous les jours. OK? Et dans le CHUV, à chaque matin, quand on ouvre les lumières, c'est pour enseigner à des étudiants du premier cycle et du deuxième cycle. Et comme interne et résident, vous allez porter 2 chapeaux. Un étudiant, mais aussi maintenant un membre du corps enseignant parce que vous allez enseigner à des étudiants de premier cycle. Et pour les résidents, vous allez aussi enseigner à des internes spécialisés. Donc, vous faites partie d'une équipe dans un milieu académique, comme le doyen disait, qui est très riche parce que vous allez non seulement apprendre beaucoup de choses, mais vous allez aussi transmettre des connaissances à des étudiants, ce qui est très particulier et qui est extrêmement intéressant, qui va peut-être réveiller en vous une carrière académique. OK? Donc, ça, c'est une richesse, je pense, de notre milieu. Donc, on vous a, Geneviève Michon, qui est là, vous a transmis un horaire de l'accueil. On ne va pas le regarder en détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, aujourd'hui, on va regarder. On va vraiment passer tout l'avant-midi ensemble à regarder les programmes. Je vais vous donner un paquet de détails, les salaires, les vacances, qu'est-ce qu'on fait avec quoi, où on trouve telle chose, où on va acheter nos bottes si on est dans les grands animaux. Donc, des détails aussi terrains que ça. Et ensuite, pour ceux qui voudront, on va aller faire une visite de l'hôpital. Donc, évidemment, il y a des étudiants qui ont étudié ici, il y a des internes qui font un tremplin vers la résidence. Vous n'êtes pas obligé de venir visiter l'hôpital, c'est facultatif. Dr Saint-Jean va se joindre à moi. Là, on va faire 2 groupes, puis on va aller visiter l'hôpital. Puis, même si vous avez étudié ici, des fois, ça peut être intéressant parce qu'on va vous donner des détails que vous ne connaissiez peut-être pas comme étudiant. Mais je vous le laisse évidemment libre, là, ceux qui ont étudié ici. Et ensuite, on va aller dîner à l'extérieur, dans le jardin intérieur, là, près de la verrière.
on a invité vos directeurs de programme, les coordonnateurs d'internat et résidence. Vous savez, ils sont en clinique, donc ils ne seront pas tous. Ceux qui pourront se joindre là, vont pouvoir venir jaser avec vous autres, entre autres. Puis ce sera le moment aussi de vous connaître, d'apprendre à vous connaître entre vous aussi. Bon, cet après-midi, vous avez une formation VetView, c'est-à-dire que ça, c'est notre outil dans l'hôpital. Ça, c'est évidemment pour le volet là, des étudiants du CHUV. C'est notre logiciel de clinique. OK? Donc, même si vous avez fait votre 5e année ici, c'est important d'aller faire la formation parce qu'on va vous montrer à faire des prescriptions dans VetView. On va vous montrer différentes choses que vous avez peut-être pas vues comme étudiant. Donc, cette formation-là, parce que c'est un outil de travail, là, vous allez avoir la nausée à la fin de vos programmes de VetView, c'est normal, mais c'est un mal nécessaire. Et puis, dans l'après-midi, on va prendre vos photos. Donc, interne résident, vous êtes sur nos sites web, on a des photos de tout le monde. Même si vous avez des photos de 5e année, vous reprenez une photo de internat et résidence. Et ensuite, pendant la prise de photos, il y a des groupes qui vont aller visiter la passerelle de la salle d'autopsie, de nécropsie. Pourquoi on vous amène là? C'est que pendant vos programmes, des fois, vous allez vouloir assister à la nécropsie d'un de vos patients. Parce que malheureusement, ça peut arriver. Et ça va être très, très formateur. Donc, on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, où aller, etc., pour ne pas nuire autant à la biosécurité qu'à l'enseignement qui se passe là aussi. Ensuite, jeudi et vendredi, c'est très variable selon le secteur d'activité dans lequel vous allez œuvrer. Donc, dans l'avant-midi, vous allez rencontrer le directeur général de l'hôpital, Patrick Sabourin, qui va vous remettre vos clés, tout votre matériel, votre épinglette d'identification, un téléavertisseur pour ceux qui en veulent un, etc. Casier, vous allez aller aussi là, prendre vos empreintes Pyxis pour les Pyxis chez nous, là, ce sont les appareils où vous pouvez, les distributrices de médicaments, donc de bandages, etc., là, qui sont liés directement à la facturation. Donc, des choses très, très utiles. Donc, vous allez tout être pris en charge, là, puis on va vous donner tous ces outils de travail-là. Ensuite, il va y avoir la visite en imagerie médicale pour les consignes d'IRM, etc., encore une fois, puis des formations pour prendre des radiographies durant les périodes d'urgence, etc. OK. Ensuite, là, vous avez un tas de capsules en ligne à faire sur une plateforme selon votre secteur d'activité. Puis ça pourra vous paraître vraiment très, très important en termes de choses à regarder, mais c'est pourquoi l'accueil dure 3 jours. C'est qu'il y a un paquet de capsules à regarder qui sont pertinentes à votre rôle d'interne ou de résident. Vous le regardez sur votre propre temps, mais vous devez absolument les compléter avant d'entrer à l'hôpital. Et nous le savons si vous l'avez fait ou non. OK? C'est-à-dire que quand vous vous loguez, je m'excuse, quand vous vous connectez et que vous écoutez les capsules, là, c'est enregistré et vous pouvez entrer en clinique une fois que c'est fait seulement. La raison pourquoi on vous demande ça, c'est que ça évite d'être perdu parfois, de ne pas comprendre certaines choses et surtout d'envoyer de multiples courriels à des personnes différentes parce que vous n'avez pas regardé les différentes capsules. Donc, c'est un mal nécessaire, mais ça va vous permettre là, de vraiment entrer en clinique avec un peu plus de connaissances des fonctionnements, entre autres. OK, ça c'est dit. Parfait, on peut avancer. Les rendez-vous individuels, Geneviève, ça c'est pris déjà avec Marie-France. Ça va tout se faire parfait. On peut avancer. OK. Donc, c'est un peu ce que je vous disais tantôt. Donc là, comme interne et résident, vous êtes des étudiants, mais à nos yeux, vous êtes des médecins vétérinaires dans l'hôpital, dans le centre de diagnostic. Donc, vous faites partie de l'équipe soignante, mais vous faites partie de l'équipe enseignante aussi à partir d'aujourd'hui. Et donc, on vous demande vraiment d'agir comme un médecin vétérinaire professionnel. Enlevez votre chapeau d'étudiant maintenant.
montrer l'exemple, encadrer les étudiants, enseigner, ils adorent ça. Imaginez-vous quand vous étiez étudiant, comment c'était rassurant d'avoir un interne, un résident, dans certains cas, qui allait avec vous examiner le patient pour la première fois, etc. Donc, prenez ce rôle-là. Il ne faut pas se gêner. Et puis, même chose, des fois, les étudiants vont vous poser beaucoup de questions. Vous êtes en train d'apprendre, vous autres aussi, et c'est correct à un moment donné aussi de dire à des étudiants, c'est une excellente question, on va aller vérifier, je ne connais pas la réponse. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage de l'enseignant et ça m'arrive encore régulièrement de devoir vérifier des choses. Donc, il ne faut pas s'en faire. D'ailleurs, en passant, ceux qui ne me connaissent pas, là, je suis professeure aussi à la faculté en médecine interne des animaux de compagnie et en cardiologie. Donc, vous allez me voir un peu partout, aller faire des échographies cardiaques de chevaux, de vaches, ou vous allez me voir en exo, vous allez me voir partout. Donc, vous allez pouvoir me poser des questions auxquelles, des fois, je ne saurais pas répondre. Donc, important d'agir comme un modèle. Vous faites partie de l'équipe. On est très fiers de cet hôpital-là et de vous aussi. Donc, les objectifs, le doyen vous en a parlé. Vous savez pourquoi vous êtes ici. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Certains, c'est vraiment, on est venu chercher un internat pour s'en aller faire une résidence. On a déjà en tête de devenir spécialiste. Donc, pour d'autres, c'est j'ai besoin de prendre un peu plus d'expérience. Est-ce que je veux devenir spécialiste? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certaine, mais je vais me donner la chance de voir un peu si c'est quelque chose qui éventuellement se pointe dans mon avenir. Donc, je ne vous lirai pas les objectifs. David les a un peu expliqués. Hein? Vous venez vraiment chercher une expérience humaine, une expérience professionnelle qui va vous amener ailleurs, de toute façon. Je dis toujours un internat, par exemple, versus se lancer en pratique, là, la vitesse d'expérience et de connaissance que vous allez aller chercher cette année, elle est majeure par rapport à se lancer en pratique. Donc, vous allez recevoir beaucoup d'informations, vous allez travailler fort, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est très demandant, c'est une expérience humaine qui est très riche, mais qui est très demandante et qui va vous amener ailleurs. Ce qui est important dans vos objectifs, c'est de faire en sorte que votre programme sera ce que vous souhaitez qu'il soit. C'est-à-dire, si vous, votre objectif, c'est d'aller chercher beaucoup de connaissances, n'attendez pas que les connaissances vous soient transmises passivement. Allez chercher ce que vous avez besoin. Si vous faites un internat dans les animaux de compagnie, puis que vous ne comprenez rien en neuro, allez lire en neuro, impliquez-vous, donnez-vous du temps en neuro, faites votre séminaire en neuro. Et à la fin de votre internat, vous allez être excellent et peut-être vous allez vouloir faire une résidence. Sachez que je suis en cardiologie parce que je ne comprenais rien dans cette science. En 5e année, quand j'étais interne, j'avais dit à mon conjoint que j'allais mourir s'il y avait un patient en insuffisance cardiaque qui arrivait pendant mes gardes. 3e jour de garde. Pow! Le patient est arrivé. Donc, à la fin, c'est ça que j'ai fait. Je me suis dit, je vais faire un PhD en cardio un jour, je vais le savoir comment faire. Puis en fait, c'est ça. À un moment donné, on se met à aimer ça, à comprendre. Donc, ça peut être ça votre objectif aussi. On avance. Donc, les programmes, en gros, puis ça, c'est vraiment là, de la grande théorie, là, mais c'est de l'académique, c'est-à-dire que l'internat dure 53 semaines. Pourquoi? Une semaine de plus parce qu'on fait une transition idéalement entre les étudiants finissants et les nouveaux. 45 crédits, majoritairement des stages, mais vous allez aussi avoir des cours. Donc, des cours qui sont des cours de 2e cycle. Par exemple, dans les animaux de compagnie, à tous les mardis matins, je pense, avant la journée, vous allez avoir des cours de toutes sortes de choses. Réanimation cardio, respiratoire, gestion des urolithiases. Donc, un paquet de spécialistes qui vont venir vous donner des cours. C'est la même chose dans d'autres secteurs, des journal clubs mélangés à tout ça. Donc, c'est aussi
une plus-value, là, évidemment, de vos programmes. Puis, vous avez un séminaire à faire. Donc, on appelle ça un séminaire de recherche. Vous allez être invité, là, c'est un cours obligatoire, donc vous devez faire une présentation, mais vous allez recevoir une invitation par les coordonnateurs de ce cours-là disons, à la fin du mois d'août, là, pour vous expliquer exactement ce qu'il y a à faire. Pendant l'été, là, votre séminaire, ne stressez pas avec ça. Ce n'est pas le moment. Vous rentrez en clinique, vous vous intégrez, puis ensuite, à l'automne, là, vous pourrez commencer à réfléchir à votre séminaire. Ceux qui débutent une résidence, donc un diplôme de deuxième cycle aussi, mais qui dure 3 ans, donc 108 crédits, à l'intérieur duquel il y a de la recherche aussi, donc surtout des stages, il y a des cours. Et pour les résidences, c'est 2 séminaires. OK? Donc, ça aussi, ça va revenir, là. On va vous éclairer par rapport au séminaire. Votre directeur de programme va vous en parler. Donc, encore une fois, ce n'est pas la chose sur laquelle vous allez faire de l'insomnie durant la première semaine. OK? Sachez que les résidents, vous pouvez faire une maîtrise de façon concomitante avec votre résidence si c'est souhaité et possible, parce que c'est quand même beaucoup de travail et habituellement, vous commencez vos programmes de maîtrise à la 2e année de votre résidence. Donc, vous avez la première année pour y réfléchir, en parler avec votre directeur. Qu'est-ce qui est positif par rapport à ça? Si vous entrevoyez éventuellement faire un PhD ou vous dirigez vers une carrière académique, ça peut certainement être une option qui est intéressante. OK, donc la présentation que je vous fais là, le PowerPoint, on va le mettre en ligne dans le manuel de stage, là, donc vous pourrez le retrouver, donc tout est ici là, par rapport au séminaire. OK, frais de scolarité, un autre mal nécessaire. Vous êtes inscrit à des programmes universitaires, donc c'est différent d'un internat ou d'une résidence en pratique privée, c'est-à-dire que vous allez avoir un diplôme dans votre CV et au bout de votre nom. OK? Maintenant, après un internat, vous allez écrire IPSAV. Tout le monde sait ce qu'est un IPSAV de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Même chose pour le DES. Mais ça vient avec des frais de scolarité. Et ce que je veux vous dire par rapport aux frais de scolarité, on est, comme interne et résident, super occupés en clinique. On oublie parfois de payer nos frais de scolarité. C'est très important de le faire parce que, entre autres, si vous êtes un étudiant international, les raisons pour lesquelles vous avez un permis et vous pouvez être sur le territoire, c'est que vous êtes étudiant à temps plein ici. Et donc, si on vous désinscrit par rapport à l'immigration, vous êtes en faute. Donc, le fait de maintenir vos frais de scolarité, c'est très important. Tous vos avantages sociaux que vous avez comme étudiant québécois ou international viennent avec le fait que vous êtes étudiant et que vous avez payé et que vous êtes inscrit. Quand vous ne payez pas vos frais de scolarité, éventuellement, l'université vous désinscrit. Et là, vous tombez sans statut, vous n'avez plus d'assurance médicale et surtout, vous n'êtes plus assuré dans l'hôpital. Donc, si vous avez un accident, c'est très grave. OK? Alors, vous allez voir que Marie-Ève et moi, si jamais vous êtes en retard dans vos frais de scolarité, on va vous écrire. Parce que si vous êtes désinscrit par l'université, je vais être obligée d'aller vous sortir de clinique pour votre sécurité. OK? Et ça, personne ne va aimer ça. Donc, c'est pour ça que je vous en parle, de ne pas oublier de le faire. On va vous envoyer éventuellement, si vous oubliez, on va vous envoyer des petits rappels. Ce n'est pas pour vous chicaner, mais c'est pour votre sécurité, OK? Entre autres. Donc, ou votre statut d'étudiant international. OK. Faites attention aussi, les étudiants internationaux. Surveillez toujours vos dates de CAQ, vos dates de permis d'études. Et dans certains cas, puis les étudiants québécois aussi, assurez-vous de payer vos frais d'OMVQ parce que vous êtes des médecins vétérinaires dans l'hôpital. Vous êtes responsable des actes médicaux que vous allez poser. Vous êtes encadré, on est là. Mais assurez-vous que vos permis sont à date aussi. OK, recherche clinique, je vous en parle rapidement, entre autres dans le cadre de vos séminaires, parce que depuis 2 ans maintenant,
on a installé une plateforme de recherche clinique pour faciliter votre vie comme interne résident, comme professeur, comme clinicien enseignant. Là. On a une plateforme qui est carrément un abécédaire de comment on fait de la recherche au CHUV. Okay? Donc, dans le cadre de vos projets de séminaire, vos projets de recherche, vous allez avoir accès à cette plateforme-là via l'intranet du CHUV. Okay? Donc, faites juste vous rappeler ça, que quand un jour votre directeur de DES va vous demander de faire X, Y chose par rapport à votre projet de recherche, dirigez-vous sur cette plateforme-là, puis vous avez tout ce que vous avez besoin de remplir, de faire. C'est vraiment fait là, pour vous faciliter la vie. Le chercheur principal est toujours votre directeur de séminaire ou de résidence, là. Jamais l'étudiant lui-même. Donc, vous faites ça en collaboration avec votre professeur ou clinicien enseignant qui est en charge là, de ce projet de recherche-là. Ça a l'air un peu de ça. L'autre chose sur cette plateforme-là aussi, c'est que notre agente de communication, elle va mettre souvent là, des petits onglets. Par exemple, ici, là, il y a une étude clinique sur la douleur neuropathique. Puis là, ben, le résident en neuro, il a dit à ses co-résidents puis à tout le monde dans l'hôpital, si jamais vous avez un patient qui a telle chose, je veux le recruter dans mon projet de recherche. Là, vous êtes à l'urgence un soir, puis vous avez ça, puis vous ne vous rappelez plus ce qu'il veut, Mathieu, dans son truc. Donc, vous pouvez aller cliquer là-dessus. Il y a un petit résumé rapide de « il veut tel échantillon de sang, tel truc », mettez ça au frigo, puis vous le dites à Mathieu le lendemain matin pour son projet de recherche. Donc, entre autres, ça a cet intérêt-là. OK, organisation des programmes. Depuis le début de votre admission à l'université, vous avez reçu des courriels de beaucoup de gens. Vous ne savez peut-être pas qui fait quoi, et c'est ça que je veux faire avec cette diapo-là. Donc, quand on est un interne et un résident, OK, la personne qui chapeaute, l'équipe qui chapeaute nos programmes, c'est l'équipe du vice-décanat là, sur lequel je travaille. Donc, je suis responsable à la faculté de tous les internes et résidents. Okay? Mais ce n'est pas moi qui va vivre le programme avec vous sur le terrain, c'est vraiment les gens dans l'hôpital. Okay? Donc, vos professeurs, cliniciens enseignants, etc. Entre les deux, il y a les départements. Okay? Donc, je travaille toujours avec le département de sciences cliniques pour ceux qui sont à l'hôpital, dont le directeur est Dr. André Desrochers. OK? Puis, les gens dans l'hôpital, il y a des chefs médicaux, je vais vous en parler un petit peu plus loin, qui sont le médecin en chef de chacun des hôpitaux, qui peut venir travailler avec nous. Mais pour tous les internes et résidents, il y a une personne en charge de vous. Puis pour les résidents, je vais vous en parler, vous avez un comité qui est en charge de votre réussite. Pour les internes, vous avez des coordonnateurs de l'internat qui s'occupent de vous de façon vraiment très dédiée. OK? Donc, ça, c'est le macro que je voulais que vous puissiez comprendre. Donc, actuellement, vous avez reçu beaucoup de communication de notre équipe, puis aussi de l'hôpital pour les différents secteurs. C'est bon? Ce qui m'amène à vous présenter l'équipe pour que vous voyez une fois au moins à qui vous envoie des courriels et surtout à qui vous devez vous adresser. Donc, pour le vice-décanat, là, OK, c'est moi qui est en charge de cette merveilleuse équipe. On a Geneviève Michon, qui est ma technicienne administrative. Donc, Geneviève, là, quand vous ne savez pas vers qui vous tournez, écrivez à Geneviève. OK? Mais vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. On a Marie-Ève qui vous a écrit, qui est derrière, que vous avez vu à l'entrée, qui a pris les présences. Donc, Marie-Ève, c'est la personne qui est en charge de votre dossier d'étudiant. OK? S'il y a un problème avec vos frais de scolarité, les crédits dans votre plan de cours, un cours où vous pensiez être inscrit puis vous n'êtes pas là. Donc, tout le dossier étudiant
c'est Marie-Ève, là, académique, qui est votre personne ressource. Sinon, Annie Lavimodière, qui est en rouge derrière, c'est la personne importante, c'est-à-dire c'est elle qui vous paye. OK? Donc, Annie, s'il y a des problèmes avec votre salaire, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous tombez malade, OK? Si vous vous blessez dans l'hôpital, c'est tous les formulaires, le secteur santé, etc., vous dirigez ça vers Annie. OK? Donc, tout ce qui est le volet salarié de l'université, c'est Annie qui va vous supporter de ce côté-là. Ensuite, Isabelle Dano, qui est derrière. Isabelle est mon adjointe pour les programmes d'internat de résidence. C'est elle qui va veiller quand il y a des gros problèmes avec un interne et résident, par exemple, du point de vue, elle travaille avec moi pour l'immigration, ceux qui ont eu des problèmes de permis, d'études, etc. Donc, Isabelle, c'est vraiment mon bras droit. Je suis le bras gauche de l'équipe. Ensuite, Dr Desrochers. Pourquoi je vous parle de Dr Desrochers? C'est qu'il y a un mécanisme au sein de la réussite de vos programmes qui est, si jamais un interne ou un résident a un problème de toutes sortes, OK? Souvent, la première personne qui va aller vous rencontrer, c'est Dr Desrochers. Personne extrêmement humaine, c'est un peu votre papa sur le plancher. Et je vous dis, si vous avez à un moment donné des inquiétudes XY et vous ne voulez pas en parler avec votre directeur, votre coordonnateur, Dr Desrochers est d'une écoute extrêmement humaine et compréhensive, puis il peut vraiment vous aider à plein de niveaux. Plein de niveaux. Il y a des étudiants qui vont le voir parce qu'ils ont des problèmes financiers, des problèmes personnels, des problèmes académiques. OK? Donc, c'est vraiment une personne ressource qui est le directeur du département. Annie Lavertu, à côté, qui est sa technicienne que vous verrez très peu, en fait, là, au sein de vos programmes. Fait que ça fait un peu le tour. Message important pour le salaire. Annie vous a envoyé un courriel le 3 juillet dernier vous demandant d'acheminer les informations de votre numéro d'assurance sociale, permis d'études, puis un formulaire, là, et tout ça pour faire démarrer votre salaire en date d'aujourd'hui. Okay? Donc, vos salaires ont débuté ce matin. À l'université, on est payé aux 2 semaines, donc vous allez voir éventuellement ça rentrer, puis si vous avez des questions, vous vous tournez vers elle. Permis de l'OMVQ, OK? Donc, tous les internes et résidents ont besoin d'un permis de l'OMVQ, sauf les internes de l'hôpital des animaux de la ferme, où le secteur vous permet et l'ordre vous permet de ne pas avoir de permis parce que vous interagissez très peu avec les propriétaires ou les agriculteurs directement ou seuls. OK? Ça veut dire que, par contre, si vous décidez de ne pas prendre votre permis à l'hôpital des animaux de la ferme, vous ne pouvez pas vous identifier comme médecin vétérinaire devant personne. OK? Donc, je vous le dis, c'est seulement une raison de sauver des sous parce qu'il n'y a pas d'autre avantage à ne pas prendre son permis de l'ordre, même au niveau des animaux de la ferme. OK, outils incontournables. Le manuel de l'interne et du résident. Geneviève vous a déjà envoyé l'hyperlien de ça. C'est vraiment, c'est un manuel de stage. Vous allez retrouver toutes les informations que je vous partage, dont le PowerPoint aujourd'hui. Si vous voulez retrouver c'était quoi donc mon salaire, combien de semaines de vacances j'ai donc, où est-ce qu'il faut que j'aille acheter mes bottes, c'est quoi la location que j'ai pour mes bottes de sécurité, etc. Tout est là-dedans. OK? Alors, gênez-vous pas, là, c'est vraiment, si vous voyez, c'est facile. Là, vous allez sur la page principale de la faculté, vous cliquez études, étudiant du deuxième cycle supérieur, puis le manuel est là. Internat, résidence, vous retrouvez tout. OK? Geneviève verse tout. Si à un moment donné, vous ne trouvez pas quelque chose, écrivez à Geneviève, puis elle va vous trouver la réponse et elle va l'ajouter au manuel si jamais c'est des choses auxquelles on n'a pas pensé. OK?
Alors, soutien à la réussite. Qui est responsable de vous sur le terrain, sur le plancher? Donc, pour les internes, il y a dans chacun des hôpitaux des coordonnateurs de l'internat. Et c'est vraiment eux qui vont être très, très, très près de vous. Et c'est un peu vos papas et mamans qui, au quotidien, vont vous soutenir. OK? Sinon, les résidents, vous avez un comité qui s'appelle un comité conseil. Okay? Votre comité conseil est probablement déjà formé pour chacun des résidents. Vous pourrez en parler avec votre directeur, mais donc, au sein du comité conseil, c'est eux qui vont vous évaluer une fois par trimestre et qui vont autoriser comme résident votre cheminement vers la 2e et la 3e année. Okay? Parce que le cheminement d'un résident, après 1 an, est dépendant de la satisfaction mutuelle de l'étudiant et de son comité conseil. OK? Donc, c'est à ces moments-là où vous allez vous rencontrer, discuter comment ça va dans le programme, le programme de l'étude clinique, etc. Donc, c'est vraiment un comité qui est habituellement informé de votre directeur, votre co-directeur, puis un autre professeur ou clinicien enseignant complètement à l'extérieur de votre discipline. OK? Puis si jamais il y a des problèmes, le comité conseil du résident va s'adresser à Dr. Desrochers. Si jamais le problème n'est pas résolu, il va remonter sur mon bureau, puis on va regarder ça ensemble. OK? Donc, voici les gens qui sont importants au niveau des différents secteurs pour les internes. OK? Donc, animaux de compagnie, Dr. Martin, Dr. Lazure. Ensuite, l'hôpital des animaux de compagnie inclut une belle clinique de médecine zoologique. Et donc, c'est Dr. Isabelle Langlois qui est responsable des internes de Mezzo. Ensuite, animaux de la ferme, Dr. Fecteau. La clinique ambulatoire bovine, Dr. Rousseau. Et dans les équins, actuellement, c'est Dr. Massiera, mais à partir de 24 juillet, c'est Dr. Jean qui va prendre la relève parce que Dr. Massiera est maintenant chef médical de l'hôpital, alors ça lui en faisait beaucoup. Information très utile. Votre salaire, OK? Il y a 2 échelles de salaire pour tous les résidents à l'hôpital, selon que vous faites des gardes ou vous ne faites pas de garde. Okay? Donc, ça, c'est aussi simple que ça. Ensuite, pour tous les internes et résidents, vous avez 3 semaines de vacances payées par année. On vous suggère d'en prendre 1 par trimestre parce que ça vous évite d'être très fatigué si vous les prenez toutes en même temps et trop tôt dans votre programme. Donc, c'est ce qui vous est suggéré. À chaque fois que vous voulez prendre 1 semaine de vacances, vous demandez à votre directeur ou coordonnateur d'internat. Vous faites juste valider vos vacances. Puis aussi, vous allez voir qu'une fois par année, Geneviève va vous demander vos dates de vacances. Parce que tous les employés de l'Université de Montréal, on doit rendre compte de nos vacances à l'employeur. Donc, c'est pourquoi elle va vous poser cette question-là. Stationnement, OK? Malheureusement, ça prend des vignettes pour se stationner dans les stationnements de la faculté. Donc, vous pouvez vous procurer des vignettes. Sinon, sachez que pour les étudiants, pour les internes et résidents qui font de la garde, pendant la nuit, vous pouvez vous stationner gratuitement près du poste des gardiens sans besoin d'avoir sans avoir de vignette. Okay? Donc, vous rentrez par le poste des gardiens, on vous montrera c'est où, là, où ça se trouve. Puis, vous ne faites que prendre une vignette et vous la mettez dans votre voiture jusqu'au lendemain matin. Là. Donc, le soir et la nuit, mesdames en particulier, on n'aime pas ça être stationné très loin. Donc, vous allez vous stationner là. Toutes les équipes de garde, même les professeurs, cliniciens enseignants peuvent faire ça. Gênez-vous pas. Pendant l'été, vous pouvez vous stationner là, dans n'importe quel stationnement de la faculté avec votre vignette, là, parce qu'il y a des stationnements réservés aux étudiants. Mais en fait, vous pouvez aller un peu n'importe où cet été. OK. Oui, règlement de la ville de Saint-Hyacinthe. Pour les étudiants là, qui sont moins habitués avec le Québec, à cause de la neige, les tempêtes de neige, il arrive des moments où l'hiver, on vous interdit de stationner dans les rues parce qu'il y a des opérations de déneigement.
Donc, vérifiez toujours sur le site de la ville de Saint-Hyacinthe si vous pouvez laisser vos voitures dans la rue ou non. Parce que quand il y a des tempêtes, là, vous n'avez pas le droit de demeurer là. Bottes de sécurité. Donc, tous ceux qui ont besoin d'avoir des bottes de sécurité parce qu'ils sont nécessaires dans leur secteur, vous avez une allocation pour aller vous acheter des bottes de sécurité. Donc, dans les grands animaux, la salle de nécropsie, médecine zoologique aussi parce que vous allez aller au zoo ou à l'aquarium, etc. Donc, allocation annuelle de 120 $. Vous pouvez soit prendre des bottes, des chaussures ou des couvre-chaussures. Le total, là, vous les avez là. Puis, vous pouvez changer une fois par année pour rester en sécurité. OK, maintenant, la loi 14. Je vous parle de la loi 14 parce que c'est une nouvelle loi qui est en vigueur au Québec et qui s'applique à la faculté depuis l'été dernier. C'est une loi qui a comme objectif de vous protéger comme étudiant en stage, de vous protéger, entre autres, du point de vue de conditions de travail, mais aussi du point de vue de climat de travail, sécurité, c'est-à-dire un milieu complètement exempt de harcèlement psychologique ou autre. OK? Et donc, cette loi-là, elle est en place vraiment pour votre sécurité à plusieurs égards. Et sachez qu'ici, à la faculté, nous tenons fortement, en fait, c'est une priorité, comme David vous a dit, de vous avoir dans un milieu sain, exempt de harcèlement. Ce qui fait que si pour X raison, il y avait une problématique, vous devez absolument le signaler à un membre de l'équipe, celui que vous choisirez, mais c'est important de ne pas continuer à travailler dans un milieu dans lequel vous n'êtes pas bien et qui n'est pas propice à l'apprentissage. C'est la raison d'être de cette institution-là. OK? Donc, c'est ce que je veux vous dire. La loi 14, entre autres, OK, va baliser des congés fériés pour tous. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est que comme médecin vétérinaire, vous le savez, les animaux n'arrêtent pas d'être malades à la Fête du Canada. Donc, il y a toujours des équipes de garde, OK? Et le CHUV ne ferme pas. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours des équipes de garde. Mais cette loi-là, ce qu'elle vient dire, c'est que si jamais vous êtes de garde comme médecin vétérinaire, à un des jours fériés, on va juste l'enlever, va juste à la prochaine si tu veux, Geneviève, à un de ces jours fériés-là, bien définis, bien, on va vous les remettre. OK? Donc, si comme interne, vous travaillez, par exemple, le 1er juillet, bien, à ce moment-là, vous allez être payé pour votre journée à travailler, mais aussi, on va vous la redonner en congé à un moment pendant votre internat ou votre résidence. Le moment où vous allez le reprendre, faites juste en parler avec vos coordonnateurs d'internat ou votre directeur pour que ce soit possible et que ça n'entrave pas là, le fonctionnement de l'hôpital. OK? Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, vous avez 3 semaines de vacances plus des jours fériés qui sont là. OK? Sachez aussi qu'on vous paie d'emblée tous vos jours fériés. Donc, on n'a pas modifié ça à cause de la loi 14. Là. Que vous les travaillez ou non, on vous les paie. OK? Donc, ça fait partie de votre forfait. Oui? Si on vous demande d'être de garde, vous n'êtes pas en vacances, n'est-ce pas? Donc, ça compte. OK, vaccination contre la rage. Obligatoire dans l'hôpital, OK? À moins d'avoir des raisons médicales de ne pas recevoir de vaccin. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, bon, premièrement, on paye la vaccination contre la rage pour nos employés à la faculté. Donc, c'est une chose qu'on va faire. On a les services d'une infirmière qui peut prendre, par exemple, une sérologie pour vérifier que vous êtes encore protégé, que vous n'avez pas besoin de rappel. Mais c'est extrêmement important que vous soyez en salle de nécropsie ou dans l'hôpital. Il y a des cas suspects de rage à chaque année et la rage est une maladie fatale. Donc, on ne prend pas de chance avec ça.
OK? S'il y a un vaccin comme médecin vétérinaire que vous prenez, c'est celui-là. Important. OK? Veux-tu revenir, Geneviève, en arrière, juste une seconde? Important de déposer vos preuves de vaccination ou de sérologie dans votre centre étudiant. OK? Ça va vous être demandé parce qu'on le vérifie. Ça va être vérifié là, que vous avez soit une protection correcte. Donc, s'il y a des étudiants ici qui savent qu'ils ne sont pas vaccinés adéquatement ou qui ont besoin de faire une sérologie, écrivez à Geneviève. OK? On va vous organiser ça. C'est très simple de prendre des rendez-vous avec notre infirmière. Là. Vous savez, le lien ici pour la prise de rendez-vous en ligne, elle vient ici, puis elle va bien s'occuper. C'est un système privé, là, donc ça va vraiment très, très bien de ce côté-là. Même chose si jamais vous vous faites mordre à la faculté là, par un cheval ou un chien là, ou un chat, on va aller vous faire soigner en clinique privée pour que ça aille bien et vite. Malheureusement, c'est ça, c'est le Québec. OK, donc, aire de repos. Nous avons un local qui vous est dédié si vous voulez aller dormir pendant une période d'urgence, par exemple. Vous ne voulez pas retourner à la maison parce que vous avez juste 2-3 heures de pause, puis vous voulez aller dormir. Donc, sachez que cette chambre-là, elle est située au 2e étage de l'hôpital, donc elle est en haut, sur le palier des bureaux des cliniciens enseignants. Et les clés se retrouvent dans les différents PIC6. Donc, vous pouvez, évidemment, comme interne et résident, aller vous reposer. OK. Ici, comment se procurer vos bottes? Là, je pense que Geneviève, tu leur as envoyé déjà l'information, l'endroit où aller. OK? Si vous n'êtes pas sûr, en fait, nous, on a déjà transmis la liste chez Antonio Moreau des étudiants qui ont droit d'avoir des bottes. Ou des chaussures de sécurité. Donc, si jamais votre nom n'était pas sur la liste, vous pensez qu'il y a une erreur, faites-nous signe. Mais autrement, ils ont déjà tout ça. Donc, vous avez juste à vous présenter et faire votre choix. Ensuite, pour les résidents et les internes spécialisés, vous avez des allocations de congrès qui vous sont données. Donc, c'est 3 200 pour 3 ans pour les résidents. Les internes spécialisés, vous avez 500 $ cette année. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Soit aller dans un congrès, soit pour les résidents, là, il y a régulièrement ce qu'on appelle des bootcamps qui sont organisés par les différents collèges de spécialité. Donc, par exemple, en médecine interne, ça peut être des bootcamps d'endoscopie qui sont organisés au Tennessee, par exemple. Donc, vous pouvez prendre ces sous-là dans votre spécialité ou vous pouvez aussi vous acheter des livres. Donc, vous avez un maximum de 500 $ là, vous pouvez vous acheter des bouquins. Vous avez un processus à faire pour lorsque vous allez en congrès, par exemple. Si vous voulez utiliser ça, les résidents, vous voulez aller en congrès, vous devez d'abord demander à votre directeur de résidence. Est-ce que je peux y aller? Oui, parfait. Vous gardez le courriel qui vous autorisait à y aller. Et ensuite, vous devez remplir en revenant un compte de dépenses, OK, pour qu'on vous rembourse l'hôtel, le kilométrage, le congrès, etc. Si vous êtes serré, vous pouvez procéder à une demande d'avance de fonds. OK? Donc, votre amie là, pour les congrès, c'est Magali Baribeau. Ça, c'est une technicienne au département de sciences cliniques là, qui travaille avec Dr. Desrochers. Donc, elle va pouvoir vous éclairer. Mais quand vous revenez de congrès, là, allez dans votre manuel, là, vous allez retrouver ce que vous devez faire, quoi remplir, le formulaire, etc. Puis si vous n'êtes pas certain, vous appelez Magali. OK, les cellulaires. Bon, à l'université, les médecins vétérinaires, nos cellulaires ne sont pas fournis par l'employeur. Donc, dans l'hôpital, si on a besoin de quelque chose, c'est des pagettes, des téléavertisseurs. Mais il y a plusieurs secteurs où le téléavertisseur, ils ne l'utilisent plus. On se texte entre nous. Donc, l'université, en fait, a une entente avec TELUS où vous allez avoir 30 % de réduction comme employé sur les téléphones, les forfaits, etc. Donc, je vous donne l'information. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se tournent vers d'autres compagnies qui sont moins chères, même avec le 30 %, donc ça vous appartient. Mais je vous donne l'information parce que il
il y a des étudiants qui vont préférer aller avec cette compagnie-là et obtenir, c'est des rabais qui sont quand même importants. Autre chose, si vous êtes un interne ou un résident dans l'hôpital, vous avez plusieurs avantages de l'employé du CHUV. Okay? Par exemple, vous pouvez acheter la diète de votre chien. Vos chiens et chats, là, vous pouvez acheter des diètes. On a une entente avec la compagnie Hills, par exemple. Vous pouvez acheter, c'est presque au prix coûtant. Là, okay? Donc, vous avez cet avantage-là. On a une garderie pour les internes et résidents pour vos animaux. Si jamais vous avez un gros chien, un petit chien, puis vous avez des grosses journées de 12 heures, vous pouvez mettre vos animaux dans les runs des animaux de compagnie pour la journée sans frais. OK? Il faut juste que vous complétiez un formulaire, si c'est le cas, pour qu'on sache à qui appartient ce chien et que vous ayez le droit de le laisser là. OK? Donc, ça, c'est... Puis, un paquet d'autres. On a des rabais sur des assurances pour les animaux. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Là. Donc, l'hyperlien est ici. Là, vous allez pouvoir aller regarder ça. Les gardes pour les résidents, c'est habituellement la même chose pour les internes, mais ça varie. Là. Les internes spécialisés, ça varie un peu dans vos spécialités. Mais lorsque vous avez de la garde, vous ne devez pas faire plus de 17,3 semaines de garde par année, OK? Ou l'équivalent de. Si jamais, comme résident, on vous demande de faire des gardes supplémentaires, vous serez rémunéré en supplément. Mais pour ce faire, il faut que vous ayez l'autorisation de le faire, OK? Donc, c'est important si votre directeur ou votre chef médical vous demande de faire une garde de plus et vous avez atteint votre quota, c'est important de le dire et on le dit à Dr Saint-Jean, OK? Puis si vous ne vous rappelez pas, vous me le direz à moi, puis on va s'organiser ensemble, OK? Ça doit être exceptionnel parce que vous n'êtes pas ici pour faire tourner un hôpital, vous êtes ici pour faire une résidence ou un internat, OK? Donc, ça aussi, il faut faire attention à ça. Tout comme les emplois ailleurs qu'à la faculté. Il y a une pénurie épouvantable en ce moment de médecins vétérinaires au Québec. Et donc, il y a plusieurs centres de référence qui pourraient vous demander d'aller faire des week-ends à l'urgence pour les aider, particulièrement les animaux de compagnie. Vous pouvez le faire, mais vous devez le déclarer. Vous devez me contacter avant, OK? C'est-à-dire, j'aimerais aller faire telle garde, ça, je vais vous l'autoriser, oui ou non, dépendant si ça va bien ou pas, si vous êtes fatigué ou pas, je vais vérifier avec votre directeur parce que, encore une fois, la priorité est à la réussite de vos programmes, OK? Mais évidemment, si des fois, ça vous permet de payer vos frais de scolarité un peu plus facilement, je ne dirais pas non, mais on va en parler ensemble, OK? Ce n'est pas quelque chose que vous voulez faire d'emblée parce que vous allez être fatigué. Autre chose, le procédurier, si jamais vous vous blessez, OK, autant au CDVUM qu'à l'hôpital, si jamais vous vous blessez, vous devez, pour toutes les blessures, remplir un formulaire, OK, qui va se retrouver dans votre manuel. Donc, vous êtes à la salle de nécropsie, vous vous coupez. Il faut le déclarer. Pourquoi? Si jamais vous avez une grosse infection éventuellement qui fait que vous perdez un doigt, c'est dramatique ce matin, là, mais vous avez un accident de travail déclaré, tout a été fait dans les règles, vous êtes assuré pour ça, blablabla. C'est pour ça qu'on déclare, OK? Vous vous blessez à la tête sur une écurie, OK, en ambulatoire, vous vous frappez quelque part, puis là, 3 semaines plus tard, vous avez des symptômes de commotion. C'est pour ça qu'on les déclare. OK? Quand on se blesse, on remplit le formulaire, on envoie ça chez Annie. Vous avez tout le processus ici. Ce qui est important, quand vous vous blessez, vous êtes un employé de l'université, pas un étudiant. OK? Donc, sur les formulaires, là, toujours cocher employé, parce que si vous cochez étudiant, ça part au mauvais endroit. Donc, juste vous dire, là, Annie, vous êtes un salarié, Marie-Ève, vous êtes un étudiant. OK? Rappelez-vous toujours de ça, c'est la façon de faire les choses. Puis, le secteur santé va prendre le relais. Puis, si on a besoin de faire quoi que ce soit pour vous soutenir, là, on va être là.
Ce qui m'amène à vous parler d'aide psychologique. Donc, faire un internat et une résidence, c'est pas facile, OK? Puis là, vous arrivez plein d'énergie, vous êtes reposé, vous avez plein de bonnes intentions, mais rapidement, vers le mois de novembre, vous allez commencer à être fatigué. Ça va être probablement pire vers le mois de février. Et donc, c'est très, très important de prendre soin de vous et surtout de le dire quand vous êtes fatigué avant de frapper le mur. OK? Puis là, c'est le moment un petit peu plus sérieux de la présentation, là, mais c'est très important d'être capable de dire que vous êtes fatigué quand vous êtes fatigué. OK? Et c'est important aussi de ne pas faire des 24 heures de clinique en ligne parce que vous n'avez pas voulu le dire, puis que les médecins sont, tu sais, des fois, là, c'était un médecin qui était sur le plancher, puis ensuite, c'était un autre, puis lui, il ne sait pas, celui qui arrive plus tard, que vous étiez là hier matin, vous êtes encore là. Donc, c'est important de le dire. Allez manger. C'est les besoins essentiels, là, c'est ça. Avoir quelques heures à chaque jour pour faire autre chose que juste de la médecine vétérinaire. OK? Donc, c'est important d'essayer d'instaurer une culture d'équilibre dans votre vie, puis pas seulement pendant l'internat et la résidence. OK? Puis ça, obligez-vous à le faire et je vais vous donner la meilleure raison pour laquelle vous devriez toujours faire ça. C'est que c'est étudié dans la profession les raisons pour lesquelles on quitte comme médecin vétérinaire. Pourquoi certains médecins vétérinaires quittent la pratique? Et entre autres, ce qui ressort, pour faire ça très court, là, ce qui ressort clairement, c'est que les gens qui abandonnent la profession sont ceux qui n'ont pas su se mettre des limites. OK? C'est-à-dire que des fois, là, on prend du recul. OK? Puis moi, je regarde là, tous les étudiants dans une classe, par exemple, en 5e année. Puis là, je vois les étudiants qui, eux, là, à 6 heures, ils veulent s'en aller. Puis il y a ceux qui sont encore là à 9 heures le soir puis qui n'ont pas pris le temps de souper. Comme médecin vétérinaire, j'ai tendance à dire hey, lui, il est hot, il est encore là à 9 heures. Lâche pas. Wow. En fait, c'est lui qui va s'en aller de la profession. Celle qui est partie à 6 heures, elle va être encore là dans 25 ans. OK? Donc, ça, c'est étudié, c'est la réalité. Je vous le partage parce que c'est important. Vous ne serez peut-être pas très bon à faire ça cette année, à l'internat ou à la résidence, mais essayez de le faire et surtout quand vous allez être en pratique après. OK? Parce que c'est la clé. Très important. Apprendre à dire non à certains moments parce qu'on a besoin de me time. OK? Important. Donc, ceci étant dit, vous avez des ressources pour le soutien psychologique à la faculté. On a tout un système de sentinelles. Donc, ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une sentinelle, c'est une personne sur le terrain dans la faculté qui, à un moment donné, si vous ne filez pas, vous pouvez aller vers cette personne-là. Elle a une formation. Geneviève et moi, on est sentinelles, par exemple. Donc, c'est des gens, tout simplement, on a suivi des formations. Puis, vous allez vous asseoir, puis vous allez parler. Puis, des fois, ça peut être une technicienne en santé animale à qui que vous aimez bien, puis qui va vous écouter, qui va vous parler, puis qui va vous rappeler les différents outils, puis même des fois vous prendre par la main, puis aller cliquer ensemble, prendre le rendez-vous avec le psychologue. OK? On a un psychologue qui vient à la faculté toutes les semaines et vous pouvez prendre facilement rendez-vous avec le psychologue, le ou la psychologue, c'est une psychologue, ici, OK, à cette adresse-là. Et la faculté paie la vaste majorité de la facture. Vous ne payez que 25 puis encore une fois, si ça devient une limite pour votre santé mentale, que vous n'avez plus de sous pour aller rencontrer la psychologue, etc., et moi, on va regarder comment on peut faire pour vous soutenir mieux. OK? C'est important. Ou Dr. Desrochers ou un sentinelle. Donc, il y a vraiment tout ce beau monde-là là, qui peut vous soutenir. Important de le dire. Puis je vais revenir ensuite à un filet de sécurité, okay? Parce qu'aujourd'hui, on va se mettre un petit filet de sécurité entre nous aussi pour notre santé mentale. Donc, ça, j'en ai parlé, on peut y aller. J'arrive au filet de sécurité. Comme médecin vétérinaire, là,
certains sont déjà médecins vétérinaires depuis 1-2 ans, là, dans les résidents. Mais il y a quand même tous les internes, vous venez de finir vos études de DMV. Puis là, vous allez découvrir la vie du médecin vétérinaire. Okay? Le médecin vétérinaire a accès à peu près toutes les drogues qui sont dans l'hôpital, comme un pharmacien, parce qu'on est médecin vétérinaire, on est pharmacien. Donc, le médecin vétérinaire a accès à tout, qu'il soit en santé mentale, en santé mentalement ou non. OK? Alors, c'est bien, bien, bien important, à partir de maintenant, de réaliser ça comme médecin vétérinaire, de dire, OK, j'ai accès à tout. Donc, on peut déraper avec ça. Alors, vous devez vous mettre un filet chacun de sécurité par rapport à ça. Et ça veut dire, je ne vais pas là. Je ne touche pas à ça. Et si, pour X raison, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que je fais? J'appelle maman, j'appelle papa, j'appelle ma co-interne, j'appelle Dr Bélanger, j'appelle quelqu'un. Je pose une action par rapport à ça. OK? Puis là, vous êtes en santé, c'est le moment de mettre votre filet de sécurité. Important. OK? Très, très important. Ce que je vous suggère cette année, faites-vous un filet de sécurité entre co-internes, entre co-résidents, avec votre conjointe, faites-le, puis vous en parlez tout de suite. Si je ne fais le pas cette année, c'est à toi que je vais le dire. Super. J'ai des étudiants, là, ils ne se connaissent pas, des internes qui arrivent d'un peu partout, là. Puis, à la fin de la journée, là, l'année dernière, ils se sont dit, OK, es-tu mon filet? Oui, parfait, excellent. Pour cette année, tu es mon filet de sécurité. Je vous demande de le faire. Important. OK? Puis, je suis toujours là. Je suis toujours là. Mon numéro de cellulaire, il est dans les numéros du personnel de garde, celui de Dr Desrochers aussi, celui de votre directeur. Vous avez tous les numéros de cellulaire du personnel de garde dans l'hôpital sur l'intranet du CHU. OK? Puis, il faut y aller. Ça marche. Donc, ça, je vous en ai parlé. Fait que c'était un peu intense, là, mais c'était très important. Puis, ramenez ça chez vous, puis servez-vous-en toute votre vie. OK? Excellent. Parce que sachez qu'à chaque année, ça aussi, je veux vous dire ça, à chaque année, il y en a qui ne filent pas. C'est normal. Complètement normal. OK? Alors, dédramatiser ça aussi, d'être fatigué à l'internat, à la résidence, comme médecin vétérinaire plus tard, comme professeur, comme clinicien enseignant, c'est normal. Alors, dédramatisons ça. On lève la main quand ça ne file pas, puis on vit ensemble, ça fait partie de notre profession. OK? Excellent. Autre chose que je vais vous dire, il y a à l'université une politique sur les violences à caractère sexuel, donc en lien avec tout le harcèlement sexuel ou autre. Je n'irai pas dans le détail avec ça, là, parce que vous imaginez que ce n'est pas des choses qui sont tolérées, évidemment. Mais je vous partage ceci, c'est que vous allez devoir remplir des formulaires de déclaration de conflit d'intérêts. Et donc, c'est très important, si votre conjointe est étudiante à la faculté, vous êtes en situation de pouvoir sur cette personne-là, vous devez le déclarer. Okay? Si vous êtes résident et vous êtes en relation amoureuse avec un interne, vous devez le déclarer parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va savoir, bon, OK, tel résident, sa conjointe, c'est telle personne. Alors, on va s'organiser pour que vous ne l'évaluez pas quand elle va passer dans votre service. Et ça va être noté dans votre déclaration de conflit d'intérêt. OK? Donc, c'est ça aussi. Par exemple, dans la déclaration de conflit d'intérêt, si vous travaillez dans un autre centre de référence le week-end, vous allez l'écrire, mais vous allez me mettre au courant, puis on va s'entendre sur certaines choses, c'est-à-dire, je vais vous dire, bien, amène pas ton client du CHUV se faire évaluer au DMV pendant que tu travailles là. Des choses simples comme ça. OK? Donc, c'est important je vous en parle là, parce que ça évite des problématiques. Donc, c'est à Geneviève que vous dites si vous avez un amoureux, amoureuse,
du premier cycle ou interne résident. Secret professionnel, OK? Autre chose que vous allez devoir expérimenter comme médecin vétérinaire. Avec les médias sociaux maintenant, là, on a tendance, on a la photo vite, le texto. Faut faire très attention, OK? Donc, à chaque année, là, des fois, on est obligé de faire des rappels parce que vous ne voulez pas mal faire. Vous mettez sur votre Instagram, Facebook, une photo de vous, puis à côté, il y a un animal malade qu'on peut reconnaître, par exemple, vous n'en êtes pas rendu compte. Puis là, le propriétaire, vois-tu pas ça circuler son animal avec un gros bandage ou XY sur les médias sociaux? Donc, faites très attention. Même chose, vous n'allez pas dans les dossiers qui ne vous regardent pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, aller regarder le chien du ministre La Montagne qui est venu aux Chuves, on veut voir l'adresse où est-ce qu'il habite le ministre. Des choses comme ça. Okay? Allez pas jouer dans les dossiers qui ne vous regardent pas. Fait que j'en parle parce que c'est important, puis vous allez devoir résister à ça toute votre vie comme médecin vétérinaire. OK? Voilà. Ça fait le tour de toutes ces informations-là en rafale que vous retrouvez encore une fois dans le manuel. Donc, il ne faut pas se gêner de ce côté-là. Puis là, si vous avez des questions, c'est le moment, gênez-vous pas. Ça peut être plus tard aussi. Les dames que je vous ai présentées sont au secrétariat des affaires étudiantes, là-bas. Donc, vous pouvez aller poser vos questions. Puis sinon, visite du CHUV, c'est à quelle heure? C'est 10 heures. Ce qu'on peut faire, c'est d'appeler Dr Saint-Jean pour qu'il s'en vienne puis qu'on démarre maintenant. Celle-là est finie. Ah, c'est vrai, je vais faire celle du CHUV. Tu as raison. Fait escape. Je vais vous parler d'un petit peu de l'hôpital juste avant que Dr Saint-Jean s'en vienne. Je sais. Je sais qu'elle est là. Ah, tu vas rouler à roulette. Ah, regarde, elle la change. Ah, elle la change, je vais être correct. Ah ah! J'ai plus besoin que tu sois là. Merci, Geneviève. C'est que je vais vous parler de l'hôpital rapidement. Puis après ça, on pourra aller faire la visite pour ceux qui veulent faire la visite. Puis sinon, le dîner, Geneviève, c'est à quelle heure à la Verrière? 11h45. Parfait. OK, donc rapidement, l'hôpital, pour ceux qui le connaissent peut-être un peu moins, là. Donc, seule faculté de médecine vétérinaire francophone en Amérique. Donc, je vous disais tantôt qu'à chaque jour, on ouvre les lumières pour enseigner. On est à peu près, on est autour de 400 dans cet hôpital-là au quotidien. Il y a 400 personnes qui se pointent pour travailler ou apprendre à tous les matins. Donc, vous avez le nombre là, pour les étudiants de 5e année. Nos cohortes ici sont autour d'une centaine d'étudiants qui vont venir en stage. Donc, l'hôpital est séparé en 4 grands secteurs. Les animaux de compagnie, les équins, les animaux de la ferme et la clinique ambulatoire bovine. L'hôpital équin a aussi une clinique ambulatoire équine, mais fait partie du même secteur, alors que notre clinique ambulatoire bovine, donc c'est autour de 16 médecins vétérinaires qui partent sur les fermes avec des étudiants. Là. Elle est située en retrait de l'hôpital, là, plutôt en bas de la rue. Là. Mission du CHUV, OK? Donc, l'hôpital a 3 grands objectifs. L'enseignement, les services à la collectivité, puis la recherche clinique. Donc, ces trois choses-là vont avoir leur raison d'être au quotidien dans l'hôpital. C'est que la recherche clinique, là, vous allez voir des professeurs, des cliniciens, des résidents qui vont recevoir des patients sur des projets de recherche, etc. Puis, évidemment, je vous ai dit, la raison d'être primaire, c'est l'enseignement, mais aussi, le CHUV ne ferme jamais, de sorte que il y a des services d'urgence qui sont vraiment des services aux communautés. Donc, et ça, là, c'est l'élément qui est difficile des fois comme médecin vétérinaire de garder l'équilibre.
Donc, vous êtes dans un environnement où vous devez apprendre, vous devez enseigner, mais vous devez aussi donner des services à la communauté. Puis des fois, le service à la communauté va prendre beaucoup de place, avec raison. On veut que le client et l'animal soient bien traités. Mais on essaie toujours de garder l'enseignement comme la priorité. OK? En gros, là, il y a à peu près 80 professeurs et cliniciens enseignants dans l'hôpital. Donc, ce sont les personnes qui vont vous encadrer et qui sont les médecins vétérinaires, disons, seniors dans l'hôpital. Ce qui est le fun aussi de savoir, c'est que dans toute la faculté, toute la communauté facultaire, bien, il y a à peu près, à chaque fois que vous croisez quelqu'un, il y a une personne sur 2 qui va être du CHUV, OK? Qui va avoir des activités dans le CHUV. Donc, cet hôpital-là, il est extrêmement important dans la mission de la faculté. Ça, c'est tous nos programmes. OK? Donc, les 70 internes et résidents se retrouvent dans la faculté quelque part dans ces programmes-là. Donc, éventuellement, là, si vous êtes interne, vous voulez voir, y a-t-il une résidence à la faculté dans telle ou telle discipline, vous retrouverez ça dans votre manuel, là, si vous voulez savoir. Fait que le caseload, c'est une chose qu'on ne sait pas ça souvent comme étudiant. Il y a 25 000 visites d'animaux par année dans l'hôpital. Ça inclut tout l'hôpital. Mais si on regarde juste la clinique ambulatoire bovine, si on comptait le nombre de vaches examinées dans un an, 85 000. Donc, c'est vraiment beaucoup plus que 25 000 animaux, c'est des visites. Donc, s'il y a une visite à l'écurie, ben, il y a plusieurs chevaux. Donc, mais ça vous donne une idée. Alors, dans les animaux de compagnie, là, on reçoit à peu près 14 000 animaux par année là, ou visites, là, parce que là, évidemment, c'est des visites de 1. Particularité cet été, là, on a dû fermer l'urgence de nuit. C'est historique, là, on n'avait jamais dû faire ça par manque de ressources principalement, mais ça devrait reprendre là, vers le mois d'août, peut-être un petit peu plus tard, là, mais c'est un mal temporaire. Donc, on a fermé juste à des périodes où il y avait moins d'achalandage en pleine nuit. Donc, l'hôpital des animaux de compagnie là, a les spécialités, les grandes spécialités qu'on retrouve partout en Amérique du Nord en général, mais on se démarque par 3 grandes choses, je vous dirais, à la faculté. On a une banque de sang pour les animaux qui est très, très active au Canada. Donc, Dr. Marc-Claude Blais, là, qui gère cette banque de sang-là. Puis notre banque de sang exporte des produits sanguins dans les cliniques vétérinaires du Québec. Donc, c'est une activité importante, je pense, qu'on a au niveau de la santé animale. On a aussi une banque de sang pour les équins et les bovins. Donc, il y a des prélèvements sanguins là, qui se font aussi de ce côté-là. Vous allez avoir la chance cette année de voir le déploiement du Centre d'excellence en médecine interventionnelle. Donc, la faculté est un pionnier en termes d'intervention par les voies naturelles dans les animaux de compagnie, Dr. Dunn là, étant une de nos spécialistes. Puis, si vous allez on va le voir dans l'hôpital des animaux de compagnie, c'est tout en construction actuellement, mais on s'attend à ce qu'autour de septembre, on ait vraiment ces nouveaux locaux-là là, qui vont être en branle. Donc, on va être équipé comme dans un hôpital humain, vraiment pour faire ces procédures interventionnelles-là. Énorme clinique de médecine zoologique. Donc, un groupe de plusieurs médecins vétérinaires qui a des activités non seulement dans l'hôpital, mais au zoo, aussi à l'Aquarium de Québec. Là, il va y avoir un nouvel aquarium à Montréal qui va ouvrir bientôt. Et on a déjà une entente là, qui est en train d'être négociée avec eux. Donc, beaucoup d'effervescence et d'activité. L'Université de Guelph a fermé son service de médecine zoologique, ce qui fait que nos équipes sont, entre autres, très, très occupées. Clinique des oiseaux de proie, donc ça aussi, c'est un petit fleuron qu'on a à la faculté, là, que nos étudiants connaissent bien, mais que vous allez découvrir si vous venez d'outre-mer. Donc, tous les services de l'hôpital des animaux de compagnie. Ensuite, l'hôpital équin.
notre hôpital équin qui est vraiment qui a une reconnaissance internationale avec des chercheurs qui sont vraiment très, très connus en problèmes respiratoires, entre autres, problèmes myo-arthrosquelettiques. Notre spécialiste en médecine sportive, là, qui était vétérinaire aux Olympiques, qui était qui était vétérinaire-chef. Donc, vraiment un hôpital qui est aussi très effervescent. Mais faites attention, il faut penser à nous aussi. Donc, c'est toujours la même chose. Là. Il y a beaucoup de travail, mais il faut prendre le temps de souffler un peu aussi. Donc, un hôpital qui ne ferme jamais, c'est le seul endroit où on peut opérer en pleine nuit un cheval qui a une colique actuellement dans la province. Donc, plusieurs spécialistes, là, vous les avez toutes les spécialités ici. Donc, il y a beaucoup de spécialistes de petits animaux qui vont aller faire de la spécialité dans l'hôpital équin aussi là, pour cette espèce-là. Hôpital des animaux de la ferme, donc c'est un hôpital aussi qui a des spécialistes. Ça, c'est difficile à trouver. En fait, l'hôpital des animaux de la ferme est un des hôpitaux qui a le plus gros caseload ou la plus grande expertise dans le domaine dans le monde. Ça paraît pas beaucoup de cas annuellement. Mais ce sont quand même des animaux avec des problèmes qui ne sont pas traités sur les fermes. Donc, encore une fois, là, une belle équipe qui travaille très, très fort avec de plus en plus des nouveaux patients. Donc, à l'hôpital des animaux de la ferme, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a une clientèle d'animaux de la ferme, de compagnie qui s'infiltre tranquillement. Des chèvres, de compagnie, des alpagas, des lamas. Donc, il y a de la médecine interventionnelle qui se fait beaucoup là, sur des chèvres parce qu'ils font beaucoup d'urolithiase. Donc, c'est un caseload qui est en train de changer un petit peu. Donc, c'est intéressant. Clinique ambulatoire, ben, je vous disais, là, c'est un gros groupe, hein, ils sont 16 médecins vétérinaires. Et puis, ils vont visiter les fermes un peu partout. On va jusqu'à Sorel, là, c'est assez loin. Donc, une équipe qui est très dynamique et reconnue, puis qui travaille bien, bien fort. On a tout un service de transfert d'embryons aussi, là. Donc, beaucoup de médecine préventive, du curatif aussi. Alors, beaucoup d'activités en périphérie de la faculté. Puis, ça m'amène à vous présenter... Ah, d'ailleurs, il va falloir que je change mon chef médical ici. Donc, l'équipe du CHUV, OK? Donc, moi, je suis en charge autant de l'académique que de l'hôpital, en gros, là. Mais vous allez demain rencontrer notre directeur général, Patrick Sabourin. Super sympathique avec le CHUV tatoué au cœur. Donc, gênez-vous pas hein, d'aller parler de toutes sortes d'affaires. Patrick, il adore ça. Puis c'est pourquoi c'est lui qui vous donne vos outils de travail demain. Il veut vous rencontrer. Donc, n'hésitez jamais à aller jaser de toutes sortes d'affaires. Si vous trouvez qu'il y a des aberrations dans le fonctionnement, des trucs que vous aimeriez lui partager, là, il est toujours très, très disponible. Dr Saint-Jean, que vous allez rencontrer tantôt, qui est le directeur des services professionnels. Donc, Dr Saint-Jean, c'est celui qui va s'assurer que le service est toujours disponible, qu'il y a un médecin vétérinaire qui est là le matin pour faire telle ou telle chose. C'est un challenge actuellement. Il y a des bris de service, vous le savez, en imagerie médicale, par exemple, parce qu'il manque de médecins vétérinaires. Donc, mais c'est sa responsabilité là, de s'assurer que les stages se donnent et qu'il y a des médecins vétérinaires dans chacun des services. Docteur Ronnet, Josiane, vous allez la voir moins, là, un petit peu. Ça, c'est le patron des techniciens et des animaliers, Josiane Houle. Puis, docteur Ronnet, qui est notre chef de la pharmacie. Donc, docteur Ronnet, vous allez le rencontrer. Il va vous parler de Pyxis, etc., du fonctionnement de la pharmacie. Donc, ce n'est pas seulement une personne en charge de la pharmacie, hein. C'est notre chef pharmacien. Donc, si vous avez, c'est un médecin vétérinaire, si vous avez des questions sur un médicament, si vous voulez faire rentrer un nouveau médicament, si vous voulez savoir si telle affaire est disponible, est-ce qu'on peut faire telle ou telle chose, c'est une personne ressource là, pour vous. Bon, les chefs médicaux, ce sont les patrons. C'est le médecin vétérinaire en chef de chacun de ces secteurs-là, qui est vraiment la personne là, qui va des fois prendre votre message pour l'amener à l'administration,
ou faire des changements pour X, Y raison. Donc, docteur Conversi, qui est interniste à l'hôpital des animaux de compagnie, là, docteur Leclerc, elle a fini en juin. C'est docteur Massiera maintenant qui est chef médical. Ensuite, docteur Fecteau, hôpital des animaux de la ferme, puis docteur Dubuc, qui est le chef médical de la clinique ambulatoire bovine. Ça, je vous en ai déjà parlé. Voilà, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais vous parler rapido du centre de diagnostic. Donc, à la faculté, puisque ça, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez moins, à la faculté, on a un centre de diagnostic vétérinaire de l'Université de Montréal, CDVUM, qui est un centre de diagnostic qui est vraiment très dynamique et reconnu et qui détient la plus haute accréditation d'excellence en diagnostic. Okay? Donc, le CDVUM, c'est eux qui desservent, par exemple, le CHUV pour hématologie, biochimie, microbiologie, etc. Donc, il y a des professeurs dans ces différents secteurs-là, avec aussi des résidents. Par exemple, on a des résidents en pathologie clinique que vous allez côtoyer régulièrement. Vous allez aller les voir quand vous voulez avoir des résultats ou discuter, par exemple, d'une cytologie bizarre que vous avez eue sur un patient, etc. Donc, le CDVUM, c'est vraiment tout ce qui s'appelle labo diagnostic. On en a 13 différents. Et puis, vous les avez ici, les différents laboratoires. Donc, ceux que vous allez vraiment côtoyer le plus, c'est bactériaux, parasitologie, évidemment, pathologie anatomique, pathologie clinique. Et puis, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a un gros laboratoire de diagnostic moléculaire. Okay? Donc, des PCR là, à revendre, là, comme vous avez besoin, par exemple, vous voulez faire un PCR de tel virus, souvent, on a ces ressources-là à la faculté. Puis pourquoi je vous parle aussi de tous les autres? C'est que ces labos-là sont équipés avec une panoplie d'équipements variés et peut-être qui peuvent être très, très utiles dans vos programmes, dans vos projets de recherche. Donc, des fois, là, de vous arrêter et de dire, il y a peut-être quelqu'un à faculté qui est capable de me séquencer tel truc, de me faire tel test diagnostic. Donc, ces gens-là sont là pour ça. C'est des professeurs, des résidents, des étudiants à maîtrise au PhD. Donc, toujours très, très intéressés à collaborer là, avec l'hôpital. Fait que vous allez le voir cet après-midi, la salle de nécropsie, elle est dans des locaux qui appartiennent au ministère de l'Agriculture parce que les pathologistes qui travaillent dans cette salle-là sont autant des professeurs de la faculté qu'il y a des cliniciens du MAPAC. Donc, tout le monde enseigne à nos étudiants, là. Donc, on a vraiment une belle synergie avec cette équipe-là. Donc, on va vous expliquer comment ça fonctionne de ce côté-là. Puis, justement, la salle de nécropsie est dans ce local-là, là, à côté de la faculté, en fait. Puis, au deuxième étage, on a plein de laboratoires, là, justement, microbiologie se retrouve au deuxième étage de ce building-là. Donc, certains de nos labos sont près du CHUV, puis certains d'autres labos sont de l'autre côté. Fait que ça, vous allez voir ça tantôt. Voilà, ça fait le tour.